Bienvenue dans la 7e partie de la revue générale des fonctions du logiciel de SkyX Pro. Dans cette partie, on va continuer à explorer quelques outils du menu Tools ici. On va regarder entre autres les Solar and Lunar Eclipse Viewer. Si j'ouvre cette fenêtre-là, on va pouvoir aller voir quelles sont les éclipses de lune ou de soleil qui pourraient être visibles sous ma latitude. Comme j'ai déjà configuré mon logiciel pour ma position géographique, Val-des-Bois, Québec, Canada, là, je l'ai laissé pour la date et l'heure. Présentement, on est le 15 mars, il est 17h47. Si on voit ici dans la fenêtre Solar et Lunar Eclipse Viewer, on va avoir ici une Terre qu'on peut déplacer à volonté, la faire bouger. Puis le petit point vert qu'on voit, le petit anneau vert, c'est ma position géographique où je suis présentement. Et on voit dans la partie noire, ici, c'est la noirceur. Ben, toute l'Europe actuellement est sous la noirceur. Et l'Amérique, ici, est en cours de la clarté. Puis on voit ici, dans le centre, le crépuscule. On peut bouger la Terre ici de deux manières. Soit en déplaçant le curseur ici en bas, ça c'est de gauche à droite, ou en haut, en hauteur ici par les curseurs qu'on voit, ou simplement y aller en pressant le bouton gauche de la souris. On peut facilement déplacer la Terre à volonté. Puis pour la grossir, on a un petit curseur ici, juste celui-là, le Solar Active Viewing Distance, où on peut grossir la Terre un peu pour voir un peu plus ses caractéristiques. Ici, les limites, on va voir ça tantôt, les Solar Eclipse Boundaries. On a des paramètres ici en haut. On a deux catégories, éclipse solaire et éclipse lunaire. Show on Sky Chart. Ben, ça, on va y revenir tantôt. C'est intéressant de voir comment fonctionne The Sky avec les éclipses parce que ça va nous permettre en même temps de savoir quels seront les paramètres. Et ça, on commence à examiner quelles seraient les éclipses solaires. On a une petite flèche ici, donc on a des sous-dossiers. Mais si on regarde les totales, on va laisser faire les annulaires. Si on regarde les totales, ici, on en a une qui va avoir lieu le 13 novembre 2012. On a ici Total Central. Malheureusement, ici, ça va passer en plein océan, dans l'Amérique du Sud. Donc, elle ne sera pas visible du Québec du tout. Fait que ça, on oublie celle-là. Ici, une éclipse hybride, qu'est-ce que ça fait? Ça commence des fois soit par une éclipse annulaire, puis ça, étant donné que la Lune elle va s'éloigner en même temps, mais ça devient soit que ça devient une éclipse totale ou ça devient une éclipse annulaire ou vice-versa. Finalement, c'est ça qu'on appelle une éclipse hybride. On a ici AT, ça va commencer par annulaire, puis ça va finir ici par total. Et c'est à cet endroit-là que ça va passer dans le monde. Si on regarde ici une éclipse totale, j'en ai un autre ici, elle ne sera pas visible de chez moi non plus. Si je regarde une autre éclipse totale, encore là dans l'océan en 2016, on oublie ça. Ici, j'en ai une en Amérique du Nord qui va passer en plein centre des États-Unis. Pour examiner un peu à quoi va ressembler l'éclipse, vous voyez ma position ici, le petit point vert ici, et la position où va passer l'éclipse. Ici, Line of Central Eclipse, c'est où va passer la ligne de totalité. Ici, je décoche la petite case Line of Central Eclipse, mais ça enlève la ligne centrale. Où va être la ligne jaune, c'est où va passer la totalité. Évidemment, il faut se fier sur des cartes beaucoup plus précises au moment si on veut aller observer cette éclipse-là aux États-Unis. Ici, il y a également de l'ombre, il y a la pénombre. On peut décocher l'ombre ici. C'est le rise and set, c'est le lever, et le set, c'est le coucher, où va commencer l'éclipse, ni plus ni moins. On a le shadow, si on regarde de chaque côté de la bande de totalité, ici on a de l'ombre. Ça, à cet endroit-là, c'est à l'intérieur de la zone de totalité, mais en plein centre, on va voir l'éclipse totale. Et ici, l'ombre de l'éclipse, encore là, on voit le petit point central, c'est là que va pointer exactement l'éclipse totale de soleil. Et la pénombre, ici, si je décoche l'éclipse shadow de la pénombre, ici, on voit
disparaître la zone où va être visible l'éclipse dans la pénombre. Ici, l'éclipse boundaries, bon, on peut encore là la bouger. Ici, je vais aller voir de quoi va ressembler l'éclipse si, supposons que je ne me déplace pas. Vu qu'elle est visible ici dans la pénombre, donc je devrais avoir quand même une éclipse partielle. Mais je vais aller voir directement sur ma carte du ciel de quoi va ressembler l'éclipse. Fait qu'on est le 21 août 2017 à 14h14. Je vais cliquer ici, Find. On peut chercher le soleil ou la lune. Dans mon cas, je vais chercher la lune. On va la centrer. Et voici à quoi va ressembler l'éclipse. Je peux la faire bouger ici en déplaçant ici soit le curseur ici. On va accélérer un peu plus ici en changeant l'incrément 160 fois plus vite. Donc voilà l'éclipse que moi je verrai à Val-des-Bois, c'est une éclipse partielle. Il y a environ la moitié du soleil qui va se faire éclipser. Bon, moi je recherche les éclipses totales. Je vais aller voir. J'en ai une totale en 2019. On l'oublie. On est loin de chez nous. En 2020, en Amérique du Sud complètement, un peu en Argentine. En 2021, on n'a pas non plus. J'ai une éclipse hybride ici. Ça va commencer par annulaire, elle va donner total, puis elle va finir annulaire. C'est encore assez bizarre, ces éclipses-là. En 2024, par contre, j'en ai une peut-être intéressante. Parce qu'ici, moi, je suis ici, puis je vais en avoir une totalité qui va passer très proche de ma localité. Malheureusement, si je regarde comment va avoir l'air l'éclipse 8 avril 2024. Le 8 avril 2024. On va aller voir la Lune. On va centrer ça ici. Et à quoi va voir l'éclipse? Si j'anime, on va le voir ça. 160X. Et voilà, de Val-des-Bois, on voit le soleil en arrière qui se déplace avec le temps. C'est ce que je vais voir ici. C'est quasiment 97 à 98% de l'éclipse va être totale. Mais malheureusement, elle ne sera pas complètement totale. Je vais avoir un petit bout ici. Ben, je vais être obligé de me déplacer si je veux aller l'observer dans la zone de totalité ici. Il y a peut-être dans les parties sud du Québec, on pourrait l'observer. Je pense qu'elle va passer pas loin du Mont Mégantic, où est situé l'observatoire de l'île du Québec. Donc, ça, c'est une éclipse que je pourrais l'observer. Maintenant, si on regarde les éclipses de lune, on va cliquer sur éclipse de lune, on va cliquer le petit triangle. Bon, dans les prochaines années, je vais revenir ici en 2012 en cliquant le bouton du temps réel de l'ordinateur. J'ai une totale ici en 2014 et je vois ici mon petit point, il est dans la noirceur. Donc, en principe, je devrais voir celle de 2014. On va faire le même exercice. Bon, voilà la Lune ici. Elle est dans l'ombre. On voit que ça, c'est le pénombre ici en gris. On s'est marqué ici pénombre, puis l'ombre, c'est ce qui est en rouge. Fait que la Lune, elle va passer exactement dans l'ombre. D'ailleurs, on va voir ici l'animation. La Lune passe complètement dans l'ombre. Ça, c'est la partie de la pénombre. Puis la manière, elle va apparaître à nouveau. Et on en a un autre en 2014. C'est le 8 octobre. Encore là, on va nous situer dans l'ombre ici de la Terre. Donc, on devrait avoir une éclipse totale. Si je vais voir ici dans Find, la Moon, bon, voilà la Lune. Ici, je fais l'animation. Encore ici. Et oui, l'éclipse, elle est parfaitement visible dans l'ombre de la Terre. Et malheureusement, je reviens en 2012 ici, j'ai pas de chance de voir, on a seulement qu'une éclipse en 2012 partielle. On voit ici que on va être dans la clarté. L'éclipse partielle, c'est le 4 juin, 7h30, 7h03, c'est-à-dire. Et si je vais voir de quoi ça va avoir l'air, je vais m'assurer que ben, c'est ça. La Lune, elle va passer rien qu'en partie dans l'ombre ici. On ne la verra pas. Fait que ça, c'est un outil vraiment intéressant pour trouver les éclipses totales de soleil ou annulaires ou partielles, ainsi que les éclipses de lune visibles sous notre latitude ou ailleurs dans le monde. Un autre outil intéressant, c'est l'outil pour observer la Lune, le Moon Photo Viewer. Si on clique dessus,
on a ici une espèce de fenêtre qui s'ouvre où on peut aller cliquer sur des cratères et ça nous donne l'information au centre ici. Ici, on a dans Show Moon Feature, on voit ici qu'il apparaît des K, des D, des. Ici, c'est des cratères Tycho. Mais ça, c'est l'information. Ici, si on regarde, si on pointe à cratère Tycho, on a dans le centre ici l'information sur le cratère. Chaque fois qu'on déplace le curseur sur un cratère, on a l'information. On a également ici la longitude, latitude lunaire, où est situé l'objet qui est mis en surbrillance. On peut également changer ici les photos, en allant de gauche à droite ou de haut en bas, pour se diriger un peu plus sur la Lune. Ça, c'est pas évident à voir si c'est juste la petite carte ici. Mais le truc, c'est d'aller chercher la Lune. Fait qu'on va revenir ici à la date qu'on a. On va aller cliquer une pleine lune ici. Fait que dans le calendrier, je vais cliquer ici. J'ai le 6 avril, tiens, le 6 avril, c'est la pleine lune. On va aller dans le Define, on va chercher la lune, on va la centrer. Là, ici, quand on va grossir la lune, il faut faire attention. Regardez bien, la lune, elle va se déplacer. Voyez-vous, ici, si on grossit beaucoup, là, on voit la lune, on va grossir énormément, là. On voit la lune bouger parce qu'on est actuellement en temps réel. C'est important, si on veut la figer, pour pas qu'elle bouge, on va simplement cliquer sur le bouton ici, une fois qu'on l'a recentré, sur le bouton Lock. En cliquant le bouton Lock, il y a un petit Lock on Moon ici. Là, à ce moment-là, la lune demeure toujours au centre. C'est le ciel en arrière qui va bouger. On va voir un peu les étoiles, là, on va essayer d'en trouver une. C'est comme si la lune était fixe et le ciel, lui, autour, il va bouger. On va trouver une étoile. On va grossir beaucoup, 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 beaucoup. Voyez-vous ici, là? En fait, la lune, là je l'ai déplacée parce que le lock on n'est plus dessus. Mais si je la grossis, mais là, c'est le ciel qui bouge en arrière. Là, la lune ne bouge pas. Je vais laisser mon curseur ici sur une étoile. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on voit lentement l'étoile s'éloigner de ma flèche. Parce que la lune, elle est fixe, mais le ciel, lui, c'est comme si lui, il bougeait en arrière. Fait que là, c'est important quand on regarde une planète, le soleil, la lune, pour les fixer, pour pas qu'ils bougent, de cliquer Lock On ici. Mais si je déplace la lune, mais là, j'ai déplacé mon Lock On, fait que là, la lune n'est plus bloquée. Il faut la recentrer, on clique encore, jusqu'à temps qu'on voit ici Lock On Moon. Bon, on voit ici, je vais la grossir un peu moins. Je vais la mettre un petit peu dans le coin. Je vais aller rechercher ma fenêtre de Moon Photo Viewers. Bon, voilà, là, j'ai ici mis la lune un petit peu de côté. Et regardez bien, ici sur la lune, vous allez voir, on va grossir un peu plus, parce que je vais essayer d'avoir la fenêtre en même temps de visible. Sur la lune, les caractéristiques de la photo qu'on voit présentement ici, elle correspond au champ couvert par le petit rectangle qui est ici. On a possibilité d'aller chercher des images à haute résolution ici, si c'est coché. Si on le décoche, mais là, on va chercher des images à moins haute résolution. Mais par contre, on a plus de champs. Comme là, ici, j'ai Tycho. La section de Tycho qui est sélectionnée. Puis ça, c'est l'image correspondant partout autour. Puis si je clique sur des cratères qui deviennent en surbrillance, leur nom apparaît ici. Mais je peux également faire ici, déplacer mon objet, ma carte ou ma photo, comme là, je vais aller chercher la région de Platon, directement en cliquant sur des caractéristiques de la Lune avec le curseur. Si je reviens ici à Platon, Platon, ici, si je le mets en surbrillance, ben, on voit ici l'information qui le concerne dans Feature Name ici. Partout en haut, ici, ce que j'ai les noms des cratères, des sous-cratères, les mers, les sites où il y a eu des alunissages d'humains sur la Lune, des lacs, des rills, des espèces de crevasses, des vallées.
Tout ça, là, c'est l'information qui apparaît ici en gris. Fait que si je clique Turn All Off, j'ai plus aucune information qui apparaît dans ma photo. Par contre, j'ai toujours l'information si je pointe l'objet avec le curseur dans l'image. J'ai la latitude et longitude qui apparaît ici de chacun des caractéristiques de la Lune que je pointe avec le curseur dans le Moon Photo Viewer. Je vais toutes les remettre. Je peux mettre un grid sur la Lune ici. Ça m'indique un peu plus où sont comme ici, c'est l'équateur de la Lune, la ligne centrale. Le pôle Nord qui est ici. Fait que si je mets mon curseur ici, je m'aperçois que la latitude, c'est autour de 87 quand je pointe en haut. Si je pointe à l'équateur ici, ben partout, si je descends ma photo, là, j'atteins la latitude 0 degré. Bon, c'est l'équateur de la Lune. Et en bas complètement, mais là, je suis dans la partie sud, fait que j'ai moins 80 quelques, là, dans la latitude. Fait que ça donne une idée. Puis en même temps, on voit le balancement de la Lune. On peut voir les vibrations, tout ça. Parce que si je veux placer la Lune ici, juste pour voir un peu ce qui va se passer avec la Lune, fait qu'on a, j'ai sélectionné la Lune, j'ai mis un lock ici pour qu'elle reste au haut dans le centre. Et là, je vais accélérer ici, je vais simplement changer l'incrément pour une journée, puis on va faire aller la Lune avec le grid dessus pour voir qu'est-ce que ça va donner si on accélère le temps. Fait que voilà, la Lune est sélectionnée. Il est lock on, donc j'ai bloqué la Lune. Et là, on va accélérer ici le temps en mettant un incrément ici de une journée. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. On voit le changement, la Lune qui se balance, on voit les phases qui bougent. C'est pour ça qu'ici, le grid, il sert un peu à voir un peu les changements. Comme là, on voit la libération. Fait que tantôt, on voit un peu plus du côté ici de la Lune. Tantôt, on voit un peu plus du côté ici de la Lune. Même chose en dessous. Fait que c'est pour ça qu'on voit à peu près 59% des caractéristiques de la Lune. Parce que la Lune, elle, avance. Quand elle vient plus proche de la Terre sur son orbite, elle va plus vite. Et il y a un angle d'à peu près 5 degrés, à 5 à 7 degrés. Donc, on voit un peu plus proche la Lune et on voit un petit peu plus son pôle nord ou son pôle sud. Tout dépend de la position de son orbite. Puis évidemment, la position par rapport au Soleil, la Terre, mais là, on voit les phases de la Lune. C'est pour ça qu'on voit la Lune se balancer. Ici, j'enlève le grid, je décoche le grid. Bon, regardez, on voit très très bien les caractéristiques de la Lune. Elle a fait bouger. C'est assez intéressant à voir. Alors ici, j'ai mis la Lune un peu plus grosse et j'ai mis la fenêtre de Moon Photo Viewer ici à côté, juste pour montrer comment ça peut être intéressant de regarder des détails de la Lune au télescope. Partout où je pointe mon curseur, je vais tomber sur la carte ici correspondante. On a un exemple ici, on a une espèce de cratère comme une petite comète. En tout temps, moi, je peux grossir ici. Je vais aller chercher. Fait que si je grossis énormément ma Lune, bon, je m'aperçois que le cratère qui est ici, si je mets le curseur dessus, ben c'est celui qui est là. Celui qui correspond ici. On peut le savoir également en mettant le curseur dessus, en laissant quelques secondes. On voit c'est le cratère Copernic ici. Et j'ai le même ici. Si je veux changer, si je clique celui-là et je mets le T meilleur, et si je clique sur le C, là, évidemment, il faudrait que j'aille voir ça. J'ai également T meilleur ici, là, C, T meilleur qui apparaît là. On va en chercher un autre. Comme ici, la région ici, le mont Jura, justement. Le mont Jura. On a justement ici le bord du mont Jura qui sont ici prises à haute résolution. Si je prends la photo qui est moins haute résolution, en décochant celle-là ici, bon, on voit qu'on a plus de champs ici. Là.
Si je clique ici, là je pointe là, si je clique celle-là, c'est ce cratère-là, celui-là c'est celle-là. Si je viens cliquer ici sur plateau, ben, plateau c'est celui qui est ici. C'est intéressant comme objet à analyser. On peut travailler autant avec la basse résolution qu'avec la haute résolution ici. Et si j'enlève les highlights, ici je décoche ici les highlights, mais là ça va disparaître complètement de ma lune. C'est pas conseillé de le faire, parce que voyez-vous, ici la région, ce qui était ma photo, elle disparaît. Ça me dit plus rien où ce qu'elle est. Fait que laissez-les cocher. Puis allez explorer la lune avec Tycho ici. N'oubliez pas, vous pouvez grossir en tout temps. Et c'est intéressant de pouvoir suivre les caractéristiques de la Lune lorsqu'on fait de l'observation, surtout quand on fait une soirée populaire où on invite des gens, en leur montrant l'utilisation d'un logiciel comme ça peut leur donner un peu plus l'idée de qu'est-ce qu'ils observent en ayant des détails. Comme ici, on a les zones où il y a eu des atterrissages ici les landing sites. Alors si on regarde ici là, les sites landing sites, on a l'Unique 21 qui est une sonde qui est envoyée sur la Lune, sur le cratère qui est ici. C'est le cratère qui est là. Et si on pointe dessus, le Moigny, c'est tous des endroits sur la Lune où il y a eu des atterrissages. Si je clique à côté, j'avais vu les atterrissages. C'est pas évident, là, le gris. Là, on va aller chercher des moins hautes résolutions. C'est plus facile. Fait qu'on voit en haut ici, exemple, là, dans cette partie-là, Apollo 15. Si on regarde la Lune, dans la partie, on voit le cratère qui est ici. Celui-là, c'est celui que je pointe. Lui, c'est l'autre ici. Et dans cette partie-là, on voit ici, c'est à peu près dans cette partie-là là, que on voit ici l'espèce de petit rond ici qui correspond peut-être à ça ici. Le Mons ici. Bon, c'est ça. Fait que juste en haut ici, dans cette partie-là, c'est dans ça qu'ils sont atterris les astronautes d'Apollo 15. On peut voir Apollo 15 ici. C'est toutes des caractéristiques qui permettent d'observer la Lune avec l'outil Moon Photo Viewer. Un autre outil utilisé dans le menu Tool, c'est la fenêtre Report ici. Ce que c'est finalement cette fenêtre-là, c'est donne de l'information, comme vous pouvez paramétrer la fenêtre à l'agrandir comme vous voulez. Si on regarde ici les différentes caractéristiques de la fenêtre Report, tu as Equinox, Solstice, Report, ça donne les dates exactes pour chacune des années. Exemple, l'équinoxe du printemps, solstice d'été, l'équinoxe d'automne. Et ça donne les dates et les heures exactes. Les Meteor Radiant Reports, ça donne les pluies météorites, comme si on regarde au mois d'août, ici un petit peu plus bas, on devrait retrouver nos Perséides. Cette année, les Perséides, ça va être le 12 août. Ici, c'est Right Ascension déclinaison, c'est la position du radien. Puis combien qu'on envoie à l'heure. Fait que, on a les états aquarides, on peut avoir jusqu'à 60 à l'heure. C'est quand même une très bonne pluie de filage. J'en ai un autre ici à 50. Ceux-là sont dans les Daytime Arietides. Arietides, c'est probablement le bélier. On a ici 95 qui correspond au Perséide, ici le 12 août. Fait que ça donne l'information sur les pluies d'étoiles filantes. On en a des bonnes ici l'automne, au mois de novembre et décembre. On a les Andromédides, les Phénicidides, au mois de décembre, on en a jusqu'à 100 à l'heure. Ça, c'est quand même intéressant. On a les Planet Report, où on a les positions sur son déclinaison, azimut, latitude, distance de la Terre et distance au Soleil. On a également les magnitudes, le maximum qu'ils peuvent atteindre. On a les données sur la Lune.
comme la distance en kilomètres, 358 859 kilomètres en 1000. Bon, des données physiques, on a des données sur Mars, on a plein de données, même chose pour la Lune. Moonrise, Moonset, lever de la Lune, coucher de la Lune, même chose pour le Soleil, lever du Soleil. Puis à quelle heure va commencer les Twilight, puis la fin du Twilight. Ça, c'était au mois de durant les mois d'année. Puis finalement, les Sky Database Reports, ben, c'est un peu qu'est-ce que contiennent comme objet les différentes bases de données qu'on a dans The Sky. Comme ici, j'ai des Bright Nebula, j'en ai 25 743. Ça, on le retrouve également dans le manuel d'utilisation du logiciel The Sky. Fait que ça, c'est un peu comme d'informations sur différents objets célestes. Et également, dans le menu Tools, ici, j'ai Solar System. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre un peu différentes caractéristiques du système solaire. Par exemple, ici, j'ai la comète Garad que j'ai sélectionnée. Et on peut voir ici l'orbite de la comète Garad dans notre système solaire. Si on regarde les distances, on peut voir plus loin en déplaçant le curseur en unité astronomique. On s'en va vers 50 unités astronomiques, donc on s'éloigne. Et si on veut voir le système interne, on s'approche à l'intérieur de l'orbite de Mars, même l'orbite de la Terre. Et on peut bouger ici en tenant les boutons gauche de la souris enfoncés pour voir l'orbite des différentes comètes. Si j'en prends un autre au hasard, exemple ici, Holmes. Bon, 17P11. Show Orbit. Là, avant, on va cliquer enlever toutes les orbites. Et là, je vais cliquer sur celle-là. Show Orbit. Fait que là, ça montre un peu quelle est l'orbite de la comète 11 par rapport aux planètes de notre système solaire. Je vais grossir ici. On a eu une comète qui passe présentement dans le ciel, qui est circumpolaire, la comète Garad. Je vais enlever les orbites. On va juste voir un peu autour de l'orbite de Mars. On va aller sélectionner Garad. Je sélectionne ici Garad. Et évidemment, il faut aller chercher les éléments orbitaux des comètes. Ça, je vais voir ça dans un autre didacticiel. Et ici, Show Orbit. Là, voilà à quoi elle ressemble un peu l'orbite de la comète. Elle est très, très, très inclinée. C'est pour ça qu'elle passe beaucoup au nord. Présentement, elle est pas loin de la Grande Ourse. Elle est très, très haute. Et on peut voir aussi la date et l'heure. Ça peut faire aussi... On va la mettre à temps réel. Ça montre un peu l'orbite des différents astres. On peut chercher ça des planètes, d'astéroïdes, des comètes. Ici, si je décoche ça, mais ça me donne juste l'orbite comme telle. Ça, c'est un peu la hauteur par rapport à l'orbite, en dessous ou en dessus. Show Sky Chart. Ça, je vois ça comme en arrière-plan, le ciel étoilé. Et show et le plan d'écliptique. C'est ça avec, c'est intéressant, parce que c'est le plan d'écliptique, c'est le plan d'orbite des planètes. Donc on voit ici là, comment que l'orbite de la comète Garad est située. On voit ici, en jouant un peu avec différents paramètres, comment aller voir les orbites. On peut jouer ça ici. Là. On va voir plus proche l'orbite. Bon, voilà l'orbite de la comète Garad. C'est comme ça qu'on utilise le menu Solar System, de l'outil Solar System, c'est-à-dire dans les menus de 12. Un autre outil intéressant, c'est les étoiles. Voir les étoiles un peu en 3 dimensions. Ça vous prend OpenGL. C'est toutes les étoiles qui sont les distances les plus proches. On peut jouer avec le curseur ici. Distance du Soleil. On a ici notre Soleil qui pointe au centre, le petit point jaune. Et ici, en tournant, les étoiles les plus proches. On peut mettre les noms des étoiles ici. Ça fait quand même charger. Ici, j'ai les constellations.
Je vais mettre les constellations, Andromède, bon, et montrer un peu où sont situés les différents objets. Show all ici. Les distances, faire comme les distances des étoiles par rapport au Soleil, les plus proches étant ici. Là, si on en met un petit peu moins, bon, ça nous donne une idée. On va enlever les noms. Fait moins chargé. Centré sur le Soleil ici. Fait que notre Soleil est au centre, mais on a les étoiles autour. Là, il n'y a rien qui se passe, on clique dessus, mais si on met là, on sait que c'est ce qu'appelle-là ici, le castor qui est ici. Si on prend juste ces deux-là, on voit un peu l'interaction par rapport au Soleil. Et l'étoile la plus proche qui est ici, celle-là ici, là, si on regarde c'est laquelle, Alpha du Centaure. On a l'étoile Alpha du Centaure qui est très proche ici. C'est celle-là qui est là. Si on la met la plus proche un petit peu, comme ça ici. Ça, c'est les étoiles les plus proches. On va mettre les noms. Fait que Sirius, Procyon, Alpha du Centaure, pas mal haut, quand même pas trop loin. Tau Ceti. Fait que c'est tout un peu des étoiles dans l'environnement du Soleil, ça. Sous forme d'image 3D. Un autre outil qu'on peut se servir si on fait de la recherche d'astéroïdes ou de photométrie, c'est de mettre à l'heure notre ordinateur. Fait qu'ici, Verify the Sky X-Time, tout ce qu'on a à faire, il faut être branché sur Internet. Bon, on clique sur ça ici. Et là, lui, il met à jour notre ordinateur. Mais normalement, ici, dans Windows, on a normalement, l'horloge se met à date automatique. Là. Fait que si on regarde temps Internet ici, là, est configuré synchronisé automatiquement avec timewindows.com. Fait que lui, il synchronise automatiquement. C'est pas tellement. C'est plutôt pour les ordinateurs qui n'ont pas ces facultés-là. Puis il y a également d'autres logiciels qu'on va chercher sur Internet pour faire des synchronisations, dont entre autres, moi j'utilise un logiciel qui est bien fun, c'est Atomic Clock, si je vois l'Internet ici. Atomic Clock qui est gratuit. Et si je clique dessus, je vais simplement cliquer sur Ping Now. Et il n'y a pas besoin d'ajustement parce que je viens de le faire. Là. Mais ça, c'est un autre outil utilitaire, on peut le chercher sur Internet facilement. Dans les autres outils de la fenêtre Tools, je reviendrai sur d'autres, avec d'autres d'Excel parce qu'il y a quand même des choses importantes. Ici, on va avoir les satellites, parce que le logiciel peut suivre les satellites. On peut voir apparaître les satellites en direct à l'écran. Ça, je vais faire un didactiel spécialement sur ça. Il y a également ici la mosaïque grid qu'on peut utiliser pour faire, avec des caméras CCD et tout ça, faire des champs autour d'un objet étendu pour faire une mosaïque. Ça, je reviendrai aussi dans un autre didacticiel. Pour l'instant, ceci met fin à la partie 7 des revues générales des fonctions de SkyX.